Vendredi 16 décembre 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition de journal en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les informations de ce jour, la rencontre au sommet des dirigeants africains portant sur le partenariat entre l'Afrique et les États-Unis organisée par le président américain Joe Biden s'est achevée hier 15 décembre 2022 à Washington. Le président André Rajoelina a également participé à ce sommet à l'issue duquel des résultats fructueux pour le pays ont été obtenus. Madagascar pourra de nouveau bénéficier des aides venant du Millennium Challenge Corporation. Reportage de Judical Ranjenirin et Andorra Zajede. Aujourd'hui, durant cette troisième et dernière journée du sommet des dirigeants africains et des États-Unis, le président André Rajoelina a rencontré le directeur général du Millennium Challenge Corporation, Alice Patterson Albright. La présidente de cette structure mise en place par le Congrès américain, qui travaille et finance les pays leaders dans la bonne gouvernance politique, ayant des ambitions pour la promotion de l'économie, a rappelé au président malagasy que les améliorations qu'il a apportées dans la gestion du pays durant son mandat sont palpables. C'est pour cette raison que Madagascar pourra bénéficier de nouveau des aides financières du Millennium Challenge Corporation. Les efforts fournis durant le début du mandat des dirigeants actuels ont été les facteurs qui ont permis de mesurer la performance du pays à travers plusieurs critères dans divers domaines, comme la liberté économique, la politique monétaire, la maîtrise de l'inflation, la politique commerciale et bien d'autres. Mais ce qui a le plus été important pour cette structure américaine est la bonne gouvernance, le respect de la démocratie et la lutte contre la corruption, pour lesquels Madagascar a obtenu des points. Madagascar a dû traverser des crises sanitaires et mondiales. Cela a entraîné une chute pour certains pays au niveau des critères de bonne gouvernance, mais le pays a toujours su améliorer sa place dans les sondages. Des efforts monumentaux ont dû être fournis pour permettre la transparence et une bonne gouvernance de la caisse de l'État et la lutte contre la corruption. Pour l'année 2023, si Madagascar continue dans cette lancée et respecte les critères, il pourra de nouveau bénéficier du Millennium Challenge Corporation. Il s'agit d'une aide de 20 à 500 millions de dollars non remboursables et qui peut être renouvelée. Dans un tout autre sujet, à présent, page sociale, l'association FITI et les acteurs étatiques et d'autres associations ont effectué une sensibilisation dans la lutte contre les violences basées sur le genre aujourd'hui. L'événement s'est tenu ici à l'Arena Ivangi sous la participation des épouses des forces de l'ordre, notamment des épouses des militaires, des épouses de gendarmes, les épouses et époux des polices, mais aussi celles des agents pénitentiaires, des jeunes scouts et des jeunes issus de l'enseignement supérieurs y ont également participé. Reportage de Mervoula Tsfehan et Michel Rakoutson. Nous allons vaincre dans la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est le thème choisi dans cette sensibilisation tenue par l'association FITI et ses partenaires. Sensibilisation, partage, mais aussi séance d'information sur la lutte contre la violence et les structures qui prennent en charge les victimes. Aujourd'hui est une occasion pour regrouper toutes les forces vives comme l'association FITI, le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Santé publique, le ministère de la Population et la Gendarmerie. Les épouses des forces de l'ordre regroupant l'association des épouses des militaires, FIVAMI, l'association des épouses de policiers et des époux de policières, FIVAPOVA, l'association des époux des gendarmes, FIVAZA, les époux et des épouses des agents pénitentiaires, les jeunes scouts et les jeunes issus de l'enseignement supérieur ont été les cibles de cette sensibilisation. Ces derniers vont à leur tour passer ce message de sensibilisation dans leur secteur respectif. Tous les acteurs se sont mis d'accord aujourd'hui que la violence est présente au sein de la société, donc il est primordial que les acteurs se donnent la main dans cette lutte. Des échanges, des conférences ont été tenues par les acteurs étatiques, de la société civile et de l'UNFPA, et des séances d'information ont été tenues pour faire part des responsabilités et des étapes pour la lutte contre le VBG. Le film de l'association FITI réalisé par Narratonarville, Barazaf, leur fragment de vie ont été diffusés durant cette sensibilisation. Un appel à projet a été tenu pour regrouper tous les projets dans la lutte contre le VBG pour que les acteurs puissent apporter leur appui. Les acteurs et participants souhaitent également que ce genre de sensibilisation se fasse dans les autres régions. Et la réunion du Comité international des Jeux des îles de l'océan Indien s'est clôturée aujourd'hui. Une réunion dans le cadre de la préparation de la 11e édition des Jeux des îles du 25 août au 3 septembre 2023 dans Madagascar sera le pays hôte. Une grande satisfaction, de l'optimisme, de la solidarité et une confiance envers le pays. C'est ce qu'ont montré les membres du KIJ qui ont participé à cette réunion de 3
3 jours à l'Arbi. Reportage sur les images de Kevin Ravounerson. Madagascar, le pays hôte des Jeux des îles de l'océan Indien, Maurice, Mayotte, La Réunion, les Seychelles, les Comores et les Maldives, ce sont les îles qui constituent le KIJ ou Comité international des Jeux des îles de l'océan Indien de 2023. Le KIJ a tenu une réunion de 3 jours dans le cadre de la préparation des Jeux des îles au nouveau hôtel Al Arbi qui s'est achevé aujourd'hui. L'île Maurice se dit satisfaite de l'issue de cette réunion dans tous les domaines et place en confiance envers le pays pour l'accueil des JOI. On est bien satisfait de la réunion du KIJ et surtout avec la motivation, la détermination du comité malgache pour organiser les Jeux. Et on est optimiste, très optimiste, et on va collaborer avec Madagascar pour que ces Jeux se fassent dans les normes qu'il le faut. Et aussi, on est très satisfait d'avoir vu les infrastructures existantes et ceux qui vont venir après. Tout comme l'île Maurice, les membres du KIJ, comme les Comores, se disent très optimistes des infrastructures mises en place par l'État pour ces Jeux des îles. La confiance est là. Je crois que les visites que nous avons effectuées, aussi bien à Majinga qu'à Tena, nous donnent l'espoir de voir ces Jeux se dérouler dans de bonnes conditions. Et vous connaissez les Comores, c'est Madagascar. On ne peut pas dire autrement. On attend ce jour-là pour qu'on puisse venir partager cette fête ensemble. Et que La réunion a porté ses fruits, souligne le représentant de la Réunion, et Madagascar est prêt pour l'accueil, selon ce dernier. Une grande réunion avec de grandes avancées, où aujourd'hui on est rassuré, en tout cas au niveau, en tant que membre du KIJ, parce que à la fois l'État malgache et surtout le mouvement sportif nous ont confirmé leur volonté de pouvoir organiser ces Jeux. On en a pris acte et on a décidé dès maintenant de pouvoir programmer jusqu'à juillet 2023 la réalisation de l'ensemble des Jeux. Si tous les détails concernant les infrastructures, l'accueil, le nombre des disciplines sportives et la date ont été déjà peaufinés, quelques détails techniques restent encore à finaliser, selon le président du KIJ aujourd'hui. La date des équipes ici maintenant, et puis on a les disciplines qu'on n'a pas fini avec les règlements techniques, et quand même on a discuté les règlements généraux, les règlements techniques, ça on va continuer pour avoir les feedbacks avec les gens, et les CNO, et puis on va avoir une réunion en ligne pour confirmer, pas pour confirmer les disciplines, mais pour confirmer l'aspect technique avec les disciplines. Les JOI 11e édition se dérouleront du 25 août au 3 septembre 2023. Actualité de ce jour également, une opération contrôle technique pour tout véhicule aura lieu dans tout le pays pendant 23 jours réalisée par la Direction générale de la sécurité routière. Ceci est un fait pour renforcer le contrôle technique et pour sensibiliser tous les conducteurs et passagers afin d'éviter tout risque d'accident routier alors que Noël et les fêtes de fin d'année approchent. Reportage de Oubra Samanan et Secha Anjenab. Du 15 décembre 2022 au 8 janvier 2023 aura lieu l'opération de contrôle technique sur l'ensemble de l'île menée par la Direction générale de la sécurité routière pour tout véhicule. Ceci est fait par l'intermédiaire du service des opérations et contrôles routiers et les centres judiciaires automobiles sur toute l'île. Cette opération a pour but de prévenir tout incident qui peut se produire en cette saison de fête, selon les explications du colonel Anedson Gélin, directeur des opérations routières. En outre, il y aura également des inspections techniques aléatoires dans les rues et pour contrôler les infractions telles que l'abus de drogue pour les conducteurs, les excès de vitesse, le poids et la taille des charges transportées par la voiture et bien d'autres. La mise en œuvre de celle-ci se fera en collaboration avec les gendarmes, la police et l'ATT et a pour but de renforcer l'éducation des usagers et la route sans exception. Et à partir de ce soir, le test d'alcoolémie des automobilistes conduit par le ministère du Transport reprendra et toute personne ayant un taux d'alcool dépassant les 0,4 mg par litre sera passible de sanctions selon toujours les explications.
Page politique, les sénateurs ont adopté hier sans amendement le projet de loi relatif à la santé. Des modifications ont été apportées par l'Assemblée nationale sur ce projet de loi présenté par le député Vunaï Jean-Eugène avant qu'il ne soit présenté devant le Parlement. Parmi les points qui ont été modifiés, celui concernant les dépôts de médicaments. Reportage de Rad Ramananzatouv sur les images de Denis Sambraz. Les articles 4, 5, 9 et l'article 202 concernant la loi sur la santé sont ceux qui ont été modifiés selon le projet de loi présenté par le député Vunaï Jean-Eugène. Il a été inscrit dans la première proposition de loi que les dépôts de médicaments devraient quitter les lieux où ils sont implantés si une pharmacie est implantée. Il a été aussi inscrit que les dépôts de médicaments devraient s'éloigner de 10 km d'une pharmacie. Selon le projet de loi présenté par le député Vunaï Jean-Eugène, les dépôts de médicaments ne devraient pas quitter un lieu si une nouvelle pharmacie vient s'y implanter après. Dans les lieux où il existe déjà des pharmacies, il ne devrait pas y avoir de dépôt de médicaments à moins de 10 km aux environs. Ce sont les points qui ont été discutés dans le Palais de Verre hier. Après des négociations, les sénateurs ont adopté cette proposition de loi sans amendement. Il est à rappeler que les parlementaires de la Chambre basse ont adopté ce projet de loi à 98% durant la deuxième session ordinaire de l'an dernier. Ce projet de loi est déjà passé devant le Sénat durant la première session ordinaire de cette année. Son examen a été reporté avant d'être adopté hier sans amendement. Revenons dans les informations sociales. Le secteur de l'agriculture ne s'est toujours pas remis dans les régions Atsnan et Atsnan de Madagascar qui ont été les plus touchées par les cyclones de cette année 2022. C'est toujours la source de la malnutrition qui commence à prendre de l'ampleur dans la partie est de la Grande Île depuis quelques semaines selon les plaintes de la population. Face à cela, une première série de distributions a commencé en réponse à travers le fonds d'indemnité d'assurance au cyclone avec l'ARC. Le début de l'année 2023 sera également marqué par toutes les autres opérations restantes à faire, notamment pour la région Atsimotsnan ainsi que les autres activités prévues. Reportage de Arnienne Martina et Kevin Ravounersan. Les agriculteurs font face à un manque de semences pour pouvoir commencer à cultiver. C'est le problème actuellement dans la région Vadva, Fidvnan et Atsimotsnanan. Toutes leurs cultures ont été ravagées par les cyclones. Durant 2 jours, l'État, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le coordonnateur national de l'ONN, le secrétaire exécutif de la CPGU et les autres autorités locales, ont lancé officiellement des opérations dans les régions Vadvav et Fidvnan. Le mercredi 14 décembre 2022, celui de la région Vadvav s'est tenu dans la commune rurale d'Ankatafan, une opération qui va cibler au total 30 000 ménages bénéficiaires de vivres et 8 110 ménages bénéficiaires de relance agricole. Celui de Fidvnan a été effectué dans la commune rurale d'Ambahachaz le jeudi 15 décembre 2022, une distribution qui sera destinée à 41 800 ménages pour les vivres et 8 495 ménages pour la relance agricole. Les vivres sont distribués en 2 catégories, dans l'un sous forme de pack vatsin avec du riz, des grains secs, de la farine enrichie, une boîte de sardines, de l'huile, du sel, du CVO Timbaf et de savon, et l'autre sous forme de rations de protection qui seront composées de riz, de grains secs et d'huile. Les semences sont différentes pour chaque district selon les cultures habituelles de chaque région, notamment du riz, du maïs, des catchs. Il s'agit des aides venant des financements au mécanisme d'assurance ARC contre les sécheresses et les cyclones tropicaux afin de pouvoir transférer des risques climatiques à l'échelle continentale par le biais de ce mécanisme de protection financière. Il est à noter que ces 2 jours ne sont juste que des lancements, mais les distributions proprement dites sont déjà actuellement en cours dans ces 2 régions. Le début de l'année 2023 sera marqué par toutes les autres opérations restantes à faire, notamment pour la région Atsimotsnan ainsi que les autres régions prévues. Le but des opérations est d'appuyer les familles vulnérables et la population à traverser cette période de soudure et à mieux se préparer à cette saison cyclonique qui vient. La commune d'Anzapali, dans le district de Tsiumbe, a bénéficié du projet Mian, qui consiste à mettre en place des cantines scolaires au niveau des écoles. Le lancement officiel de cette cantine scolaire à Anzapali s'est tenu hier. Cette commune est ainsi la première à bénéficier de ce projet pour le compte de la région Anjoui. Mervoulat Sferen nous en dit plus. Après le lancement de la cantine scolaire à Tolagnar pour la région Anos, celle de la région Anjoui vient aussi d'être lancée en début décembre. La commune d'Anzapal, district de Tsiumbe, en est la première bénéficiaire pour le compte de l'Anjoui. Le projet Mian est initié par Global Communities, financé par l'USAID et sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre du Velran du président Anjradzuel, Éducation de qualité pour tous.
Le projet s'étalera sur 5 ans. D'après le directeur général des établissements scolaires, presque 90% sont atteints de la malnutrition, mais il y a des prioritaires. Dans ce projet Mianach, il ne s'agit pas seulement de donner à manger aux enfants pendant l'année scolaire, mais également de distribuer des dents aux élèves et aux enseignants. Ce qui fait la spécificité de ce projet, c'est que la majorité des produits nécessaires à la préparation de la cantine scolaire sont achetés localement. Le projet Mianatra a choisi d'appuyer 130 écoles dans les districts de Tsiombe et de Belou. Et en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, on a choisi les plus grandes écoles avec le plus grand nombre d'élèves qui ne bénéficiaient pas encore du programme d'alimentation mondiale. On va mettre en place aussi dans chaque école un jardin scolaire pour promouvoir la production d'aliments riches en micronutriments pour éduquer les enfants sur la nutrition. Ainsi, les parents d'élèves espèrent que ce projet apportera des résultats palpables sur l'augmentation du taux de scolarisation et du taux de réussite aux examens. Et une élève de l'école Petigny, à travers une jeune fille de 13 ans, a remporté le championnat africain de langue française organisé par la République populaire de Chine. L'école Petigny, qui est la première classe Confucius à Madagascar, pour la prochaine édition, cette école prépare déjà une candidate à ce concours en langue chinoise. Reportage. 大家好，我是瑞萨，我的中文名字叫罗莎，我今年13岁了，来自马达加斯加。我喜欢唱歌、画画，我学汉语5年了。 Elle s'appelle Ravelnar Malal Malintenasu Luisa, 13 ans, en classe de 4e à l'école Petigny Swavmbaok. Elle a remporté le concours africain de la langue française organisé par le gouvernement chinois. Elle ne fait pas seulement la fierté de son école, mais tout un pays, parce que l'annonce des résultats se faisait en Chine en présence de tous les ambassadeurs africains en territoire chinois, y compris l'ambassadeur de Madagascar. Rappelons que l'école Petigny a célébré le 8 novembre dernier l'anniversaire de sa classe Confucius, pendant laquelle l'ambassadeur de Chine à Madagascar a félicité les dirigeants de l'école. Depuis la création de la classe Confucius de l'école de Petigny en 2017, près de 1200 élèves y étudient le chinois chaque année, avec 80% de réussite au test HSK. C'est ici, à l'école de Petigny, qu'on a eu beaucoup de petits grands stars en langue chinoise. L'année dernière, nous avons eu mademoiselle Ambu Atiana Maeva Miari, qui a remporté le premier prix dans la finale mondiale du premier concours mondial de langue chinoise pour les élèves du primaire. Cette année, c'est mademoiselle Havenu Narimanala Manatenasu Luisa qui va représenter Madagascar lors de la finale mondiale du 2e édition du concours en tant que lauréate du premier prix à Madagascar. Ce sont les meilleures illustrations et réalisations de l'enseignement de chinois dans la classe Confucius de l'école de Petigny au cours des 5 dernières années. Je tiens ici à féliciter tous les élèves de la classe Confucius et à saluer en particulier Madame la PDG, Monsieur le DG du groupe Petigny, ainsi que tous les enseignants de l'école pour leurs efforts. À noter que les efforts déployés par les dirigeants, le corps enseignant, mais surtout les élèves de la classe Confucius à l'école Petigny ne restent pas là. Ils préparent déjà la participation à la prochaine édition de ce concours en langue chinoise. Dans les actualités internationales, longtemps accusés de délaisser l'Afrique, les États-Unis ont déroulé le tapis rouge mardi 13 décembre pour des dizaines de dirigeants africains dont le but est d'afficher et de regagner en influence sur le continent face notamment à la concurrence chinoise. France 24. C'est ce qu'on appelle un virage à 180 degrés. Contrairement à l'administration Trump, celle de Joe Biden s'intéresse à l'Afrique. Ces 3 prochaines années, les États-Unis vont y investir 55 milliards de dollars avec plusieurs priorités. Faciliter la participation des étudiants à des programmes d'échange entre nos pays, accroître les opportunités commerciales pour les membres de la diaspora africaine et soutenir les petites entreprises africaines. Si 49 dirigeants du continent ont été invités dans la capitale américaine, c'est qu'il y a urgence pour Washington, car l'Afrique se tourne de plus en plus vers l'Est.
vers la Chine, qui investit massivement depuis de longues années, mais aussi vers la Russie, qui ne cesse d'y déployer armes et mercenaires. Une double menace prise très au sérieux. La République populaire de Chine étend quotidiennement son emprise sur le continent. Et ce faisant, elle étend aussi son influence économique mondiale. En ce qui concerne la Russie, nous la voyons continuer à vendre des armes bon marché. Nous constatons que la Russie emploie des mercenaires à travers le continent, ce qui est également source de déstabilisation. Conformément au souhait du président sénégalais Macky Sall, Joe Biden va bien soutenir l'entrée de l'Union africaine au sein du G20 en tant que membre permanent. Une protection économique qui serait la bienvenue pour le continent, où une crise alimentaire couve toujours. Un travailleur humanitaire belge a été condamné à 28 ans de prison en Iran. Le Premier ministre belge Alexander De Croo a informé mardi 15 décembre la famille de ce travailleur de cette condamnation. Le travailleur humanitaire de 41 ans est détenu depuis 9 mois en Iran sans que l'on sache exactement quelles charges ont été retenues contre lui. France 24. Elle n'a pas eu le courage de décorer le sapin cette année, mais il y a un geste que Nathalie Van de Castel n'oublie jamais ces jours-ci, allumer une bougie devant la photo de son frère Olivier, détenu en Iran depuis 9 mois. Je ne peux m'imaginer la détresse qu'il doit avoir en se retrouvant déjà depuis presque 300 jours enfermé sans parler à qui que ce soit. Depuis l'annonce de la condamnation à 28 ans de prison de l'humanitaire belge, la colère de Nathalie a décuplé. La Belgique avait mis en place un accord d'échange de prisonniers avec l'Iran. Mais depuis un recours déposé notamment par les opposants iraniens en exil, le texte a été suspendu par la Cour constitutionnelle, laissant peu de chance à Olivier de retrouver sa famille. C'est tant l'opposition iranienne, l'opposition du gouvernement belge qui sera responsable des séquelles qui resteront à vie sur la vie de notre frère, en espérant qu'on le récupère déjà très rapidement. Les opposants craignaient que l'accord facilite le retour en Iran d'un homme, Assadollah Assadi, condamné en Belgique pour terrorisme. Depuis la suspension du texte, cet ami d'Olivier demande aux autorités belges que d'autres options soient envisagées. D'autres pays procèdent à des échanges. Dernier en date, les États-Unis d'Amérique, qui ont libéré Victor Bout, trafiquant d'armes, ultra connu, responsable certainement de la mort de centaines de milliers de personnes, contre une de leurs basketteuses arrêtée en Russie. Mais en Belgique, l'accord de transfèrement était passé devant le Parlement cet été. On a voulu faire les choses dans les règles. Je trouve que c'est à l'honneur du Parlement belge de l'avoir fait. Mais aujourd'hui, on constate que ça nous met quelque part dans une impasse. D'ici 3 mois, la Cour constitutionnelle réexaminera la suspension de l'accord de transfèrement. Mais pour les proches du détenu, difficile d'imaginer attendre encore pour agir, d'autant qu'Olivier a commencé une grève de la faim. Et 3 mois après la mort de la jeune kurde iranienne Mahsa Amini, décédée après son arrestation par la police des mœurs pour infraction au code vestimentaire, les manifestants continuent le combat. Le régime, lui, poursuit la répression dans le pays. Près de 500 personnes ont été tuées selon l'ONG Iran Human Rights. France 24. Depuis 3 mois, la révolte en Iran ne faiblit pas. Le régime des mollahs, lui, durcit sa répression. Le slogan « Femme, vie, liberté » résonne toujours après la mort de Mahsa Amini, arrêtée 3 jours avant son décès par la police des mœurs pour le port d'un voile jugé inapproprié. Au premier rang de cette révolte, les étudiants et lycéens iraniens qui s'organisent de façon informelle sur Internet en l'absence de leader, comme sur ces images dans une université de Téhéran. Des étudiants rejoints dans leur lutte par les minorités ethniques iraniennes, mais aussi par les commerçants et ouvriers qui ont répondu aux appels à la grève générale, affaiblissant encore plus l'économie du pays. Depuis quelques jours, les Iraniens organisent également des marches silencieuses un peu partout dans le pays, comme ici à Tabriz.
Le 4 décembre dernier, une annonce a fait penser à un recul de la part du régime des mollahs. Le procureur général iranien annonce la dissolution de la police des mœurs, celle-là même qui avait arrêté Mahsa Amini. Mais derrière l'effet d'annonce, la répression s'amplifie. Depuis le début de la révolte, le 16 septembre dernier, entre 14 et 17 000 manifestants ont été arrêtés. Plus de 400 personnes auraient été tuées par les forces de l'ordre iraniennes, dont une soixantaine d'enfants. 11 personnes ont été condamnées à mort, 2 ont déjà été exécutées. Il s'agit de Mohsen Shekhari et de Majid Reza Ranavar, 23 ans, premier manifestant pendu en public pour avoir mené une guerre contre Dieu. Selon Amnesty International, plusieurs dizaines d'autres Iraniens pourraient subir le même sort. Depuis le début de la révolte, des milliers de civils ont été placés en détention. Certains sont toutefois relâchés, comme cette Iranienne de 17 ans, qui sur ces images laisse exploser sa joie à sa sortie de prison sous caution. Elle risquait la peine de mort. Enfin, 47 journalistes sont emprisonnés en Iran. C'est 3 fois plus que l'an passé. Sur les réseaux sociaux, les étudiants diffusent des clichés montrant des cordes. Celle-ci est accompagnée d'un message. L'espoir ne sera pas exécuté. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Sur ce, très bonne continuation et excellente soirée sur notre chaîne. Au revoir.